Salam salam les parents bienveillants, les parents bien. Vaillant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 6 choses que l'on devrait apprendre à l'école. Alors, c'est pas pour taper sur le système éducatif français actuel, bien que je pense pour ma part qu'il y a une grosse remise en question et un gros travail de refonte à faire à ce niveau-là. Mais voilà, maintenant, en tant qu'adulte, je m'aperçois qu'il y a des choses que j'aurais aimé que l'on m'apprenne à l'école et que je n'ai malheureusement pas apprises. La première chose, c'est la gestion des émotions. C'est pas des moindres en fait. Parce que la gestion des émotions, on peut s'en apercevoir en étant par exemple adulte ou même adolescent que on est nombreux à avoir du mal à gérer nos colères, à gérer notre tristesse, à gérer même notre joie en fait. Et à l'école, on peut s'apercevoir que on a souvent été soit puni, soit oublié, soit mis de côté lorsque nos émotions font surface. On nous apprend plutôt, et ça reste mon avis, à les refouler. C'est comme ça que je l'ai vécu. Si à l'école on m'avait accepté tel que j'étais, avec mes émotions, on m'avait encouragé à les exprimer, eh bien aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai appris à les gérer, j'apprends encore à les gérer, mais on aurait eu moins de travail à l'âge adulte, on aurait eu moins de travail justement dans ce domaine-là. Et c'est ça, malheureusement, qui fait baisser l'intelligence émotionnelle. Moins de travail et aussi moins de problèmes relationnels. Exactement. Voilà, Exactement. sachant que le quotient émotionnel est un facteur de réussite beaucoup plus important que le quotient intellectuel, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire. Donc, à bas les punitions, à bas la carotte et le bâton, donc la récompense et les punitions, parce qu'en fait, ce n'est que agir sur le moment de façon éphémère. Et en réalité, ça ne réglera pas le problème sur le long terme. Ça ne fait que le repousser pour plus tard. C'est la facilité entre guillemets. Et puis ça n'encourage pas l'enfant à faire mieux. Alors que à l'école, en tant que professeur, c'est ce qu'on devrait vouloir. C'est que l'enfant, justement, se sente bien pour faire mieux. Exactement. Alors la deuxième chose qu'on devrait apprendre à l'école et que pour ma part j'ai pas appris, c'est de communiquer de façon bienveillante. On est beaucoup. Voilà, malheureusement moi perso quand je me remémore mon parcours scolaire, tous mes profs ne communiquaient pas de façon bienveillante avec nous et ne nous ont pas non plus enseigné à le faire entre nous, entre élèves, entre camarades. Et pourtant c'est quelque chose qu'on devrait apprendre. Parce que la communication, c'est un peu la base des relations. Il y a la communication non verbale et communication verbale. Et la communication verbale, ça s'apprend. Nous, malheureusement, on est souvent dans des rapports, on va dire, un peu de force, un peu conflictuel lorsqu'on s'exprime avec l'autre, on cherche à imposer nos idées. On dit souvent qu'on écoute pour pouvoir répondre au lieu d'écouter justement pour comprendre l'autre. Et on devrait s'attarder justement à enseigner à nos enfants à écouter pour comprendre l'autre. Exactement. Et pas seulement pour chercher à lui donner une réponse rapide qui est cinglante, qui puisse entre guillemets lui fermer le clapet ou alors imposer nos idées aux autres. Voilà. Et la compréhension, l'empathie, c'est des choses justement qu'on devrait développer et qui amélioreraient en fait nos rapports aux autres. Et même au niveau géopolitique, parce que les chefs d'État, ça reste des humains qui ont été des enfants, qui ont été à l'école et qui vont avoir justement des rapports une communication avec les autres chefs d'État. Et cette communication bienveillante, justement, ça permettrait sûrement d'avoir un climat beaucoup plus pacifique entre nous à l'échelle mondiale. Donc, alors, c'est pas pour critiquer l'école, bien évidemment. L'école n'est pas responsable de tout, mais il faut savoir qu'un enfant passe énormément de temps à l'école. Il apprend énormément de choses, on l'instruit sur énormément de choses. Donc, pour moi, une des priorités, c'est de lui apprendre à écouter. Donc, comment ? En étant nous-mêmes, je veux dire les enseignants,
devrait montrer l'exemple en étant à l'écoute de ce que les élèves leur disent, de ce que les élèves leur transmettent comme message. Et c'est pas évident quand il y a des classes surchargées, il y a des excuses bien évidemment, mais je pense que ça devrait faire partie en fait de l'apprentissage, c'est une des bases en fait. Voilà. La communication c'est ultra important en fait. Donc la communication entre le prof et l'élève. Exactement. Et la communication entre les élèves. Après il y a des exceptions, il y a des profs qui savent très bien le faire, qui se remettent en question. Ouais, on n'est pas là en train de tirer à balles réelles sur les enseignants. On ne parle pas des gens, mais on parle en fait des idées. En général, des idées, exactement. Donc je disais donc la communication entre les élèves. Je pense que les professeurs ne devraient pas laisser passer un dialogue agressif ou entre deux élèves et les reprendre pour les faire reformuler entre guillemets leurs idées, mais de manière bienveillante. Exactement. En réalité, pourquoi on dit ça? Parce que en fait, si vous regardez autour de vous, si vous regardez même dans votre foyer, pas loin de là, vraiment on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment un problème au niveau de la communication, il y a vraiment un problème au niveau des relations. Les psychologues ont beaucoup de travail et c'est pas par hasard en fait. Donc si on travaille ça à la racine, si on travaille ça dès l'enfance, si à l'école ils apprennent déjà ça, et à la maison bien évidemment ça s'accompagne aussi, on a notre boulot aussi en tant que parents, eh bien ça créerait moins de problèmes justement dans le futur. La troisième chose, c'est d'apprendre à l'enfant à gérer l'argent, à gérer son argent. Je trouve qu'à l'école, on n'apprend vraiment pas au niveau de ce domaine-là, alors qu'en réalité, à l'âge adulte et même en tant que jeune adulte, on a besoin en fait d'apprendre à gérer ses finances, à gérer son budget. Ça fait partie de la vie. Et ça éviterait des surendettements, ça éviterait de mal investir son argent ou de le dilapider tout simplement. Oui, il faut savoir qu'en France, on est une des populations où on gère le moins bien l'argent et où les gens sont le plus endettés. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas appris l'argent. On n'a pas appris comment ça fonctionne. Il y a un tabou aussi. Il y a un certain tabou aussi. Mais moi, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas appris, en fait, comment fonctionne le système monétaire. Et comment, en fait, bien gérer son argent, comme disait Mina. Comment bien l'investir, comment bien l'épargner. On n'apprend rien là-dessus. On se retrouve à l'âge adulte, livré à nous-mêmes et à devoir apprendre seul et à rentrer dans un monde très compliqué. Et ça, je trouve que c'est dommage. On devrait l'apprendre justement lorsqu'on est dès le plus jeune âge, dès qu'on commence à savoir compter, quoi. Voilà. Et en réalité, l'argent crée beaucoup de problèmes de mal-être aussi. Donc si on peut éviter ça en ayant un minimum de bagages au niveau des connaissances à ce niveau-là, En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir appris à l'école, parce que ça m'aurait évité justement beaucoup de soucis financiers que j'ai pu connaître à l'âge adulte. Alors, la quatrième chose que je pense que vraiment on devrait apprendre à l'école, c'est à développer sa confiance en soi. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est comme un moteur. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre les mathématiques, c'est bien d'apprendre la géographie, c'est bien d'apprendre toutes ces matières qu'on apprend à l'école. Mais si vous voulez, un enfant qui n'a pas confiance en lui, il aura beaucoup de mal justement à rentrer dans ses apprentissages. Tandis qu'un enfant qui a confiance en lui, il aura une plus grande facilité à apprendre, à retenir, à réfléchir. Exactement. Voilà, donc c'est un peu un moteur. Ou un carburant comme vous voulez, mais je pense que c'est indispensable. La confiance en soi, en fait, c'est une sorte de base qui va permettre justement à l'enfant de développer, d'exprimer justement son potentiel d'apprentissage. Exactement. Et la confiance en soi, ça passe en fait par l'encouragement. Ça passe par l'encouragement en pointant les forces de l'enfant au lieu des erreurs. Et il faut savoir que la place de l'erreur à l'école, elle est vraiment vue de façon péjorative en fait. Le fait de faire une erreur, c'est noté, d'ailleurs vous le verrez sur les carnets de vos enfants, ou même vous, remémorez-vous quand vous étiez enfant à l'école, le maître ou la maîtresse ou l'instituteur avait souvent un stylo rouge pour corriger et pointer nos erreurs.
Et moi, je parle encore de mon expérience, c'est que j'avais très peur de faire des erreurs. Et donc, de ce fait, ça venait nourrir en fait un manque de confiance en moi. Et donc, j'osais pas lever la main, j'osais pas dire ce que je pensais, j'osais pas intervenir de peur d'être jugée par le professeur et surtout par les camarades qu'on se moque de moi. Parce que j'avais un manque de confiance énorme. Donc, vraiment, à l'école, on devrait apprendre à souligner, à pointer les forces de l'enfant pour pouvoir lui donner le sourire, de pouvoir lui donner cette pulsion en fait, cet élan d'aller vers la réussite. Voilà, donc c'est très important, la confiance en soi chez l'enfant. Cinquième chose qu'on devrait apprendre à l'école et qu'on devrait vraiment intensifier si c'est un petit peu appris, mais vraiment je pense que de notre génération en tout cas on n'a pas beaucoup appris dans ce domaine-là, c'est le développement du cerveau de l'enfant. Pourquoi le développement du cerveau de l'enfant ? Alors moi personnellement c'est quelque chose que je trouve qui est très important. Pourquoi ? Parce que c'est autant pour que l'enfant apprenne sur lui-même et la façon dont il fonctionne, mais c'est aussi pour préparer en fait nos enfants à devenir des futurs parents bienveillants et fermes à la fois, bien sûr, parce que l'éducation, ce n'est pas un truc de bisounours, ce n'est pas non plus du laxisme. Juste milieu. Voilà. Mais c'est important en fait pour moi d'apprendre ça, parce que ça permettrait justement à tous les nouveaux parents qui ont leur premier enfant, justement, de ne pas tomber dans ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires et qui ont un impact néfaste, négatif sur le développement du cerveau de leur enfant et donc sur la partie particulièrement de la gestion des émotions. Et comme on l'a dit dans le premier point, la gestion des émotions, le quotient émotionnel est quelque chose d'important dans la réussite, dans la réussite de l'enfant, dans la réussite de la personne, l'enfant mais l'adulte aussi, dans sa réussite autant présente que future, qu'elle soit spirituelle, professionnelle, relationnelle. Enfin, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et cette gestion des émotions, elle passe par le bon développement du cerveau. Exactement. Ouais. Et au niveau du cerveau de l'enfant, le fait de connaître son fonctionnement, ça va nous permettre aussi de nous adapter à l'enfant, à ce qu'il est en fait, parce qu'on est tous différents. Mais il faut savoir qu'il y a certains profils atypiques en fait, comme le TDAH, le haut potentiel. Ils ont un fonctionnement qui est différent, un fonctionnement au niveau du cerveau qui est différent. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou ça veut pas dire qu'ils sont moins bien ou ils sont meilleurs que les autres. C'est tout simplement qu'ils ont un fonctionnement qui est différent. Il faut vraiment le retenir. Ils fonctionnent différemment. Et ça, quand ils le savent, quand on apprend ça en fait, même pour les instituteurs, eh bien ils vont apprendre à s'adapter en fait à l'enfant. Et l'enfant qui deviendra adulte apprendra avec ses enfants, ou même s'il devient instituteur lui-même, apprendra en final à s'adapter au rythme et aux capacités de l'enfant en fait. Donc c'est super important de connaître... Justement, c'est à ça que je pensais, c'est que le professeur lui-même, en enseignant cela à l'enfant, lui-même il est forcé de l'apprendre et donc ça va améliorer en fait ses méthodes pédagogiques avec l'enfant. Et ça limite aussi la frustration de ne pas savoir ce qui se passe en fait, parce que des fois on peut avoir des conflits avec l'autre et en se disant que c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre, il veut pas apprendre, il veut pas... Non en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas identifié ses particularités en fait. Alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de découvertes ces derniers temps dans les neurosciences affectives. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des cours magistraux universitaires aux enfants, mais petit à petit, en fait, on peut même commencer dès la maternelle, petit à petit à enseigner à l'enfant justement comment son cerveau fonctionne pour qu'il puisse avoir justement une maîtrise de ses émotions progressives et de plus en plus qualitatives. Alors, sixième chose qu'on devrait apprendre à l'école, c'est apprendre à apprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on doit apprendre à l'enfant des méthodes qui vont lui permettre d'apprendre avec plaisir, d'apprendre plus facilement, de comprendre ce qu'il doit apprendre. Et ça, malheureusement, on parle toujours en partant de nos expériences, on ne l'a pas beaucoup appris.
Et si on l'avait appris, ça nous aurait plus facilité la vie, ça nous aurait plus donné le désir d'apprendre. Alors pourquoi ce n'est pas pratiqué à l'école, ou du moins ça n'était pas pratiqué, c'est pour moi, une des raisons, c'est parce que peut-être qu'il y a un manque de temps. Il y a un manque de temps de la part du professeur. Il n'y avait pas une sensibilisation telle qu'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si à l'école aujourd'hui, ils sont en train de l'apprendre, mais je sais que dans certaines écoles du style Montessori ou des écoles alternatives, ils l'apprennent. Et ça fait plaisir en fait de voir que la base, pour moi, la base de la base d'un apprentissage, c'est de comprendre comment on peut faire, quelle stratégie on peut adopter en fait pour pouvoir assimiler telle ou telle leçon. C'est pour ça que beaucoup d'enfants en fait s'y perdent et ne veulent pas apprendre leurs leçons. C'est parce qu'ils n'y arrivent pas en fait, ils prennent plus plaisir. Alors, quelles sont les méthodes qu'on peut citer brièvement Attends, pour revenir sur ce que tu disais, tu vois, par rapport au manque de temps, je trouve que si c'est ça la raison, c'est vraiment dommage parce que le fait d'apprendre toutes ces techniques d'apprentissage, ça fera gagner du temps par la suite. Exactement. En fait, mais un temps considérable que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qu'on entend par apprendre à apprendre ? Déjà, apprendre à l'enfant à se concentrer, à se recentrer. Voilà. Exactement. Apprendre aussi les techniques de prise de notes comme les cartes mentales ou le mind mapping ou le sketchnoting. Apprendre également par exemple des techniques de lecture rapide ou plutôt de lecture utile parce que comme vous savez, quand on va lire un ouvrage par exemple, on va pas retenir 100% de l'ouvrage, mais il y a des techniques en fait pour lire de manière utile, de manière efficace. Voilà, la lecture efficace et qui nous font gagner du temps et qui nous font mémoriser plus d'informations. Et justement, parlant de mémorisation, eh bien, ce sont tous ces hacks de mémorisation que les champions dans les concours de mémorisation utilisent et qui sont en réalité pas des choses inaccessibles, mais qui sont à la portée de tous. Et un enfant peut les apprendre. Et si on apprenait tout ça, eh bien ça faciliterait, je pense, la scolarité justement de nombreux enfants par la suite. Exactement. Et aussi, je tiens juste à rajouter une petite chose rapidement, c'est que en fait, il faut aussi prendre en compte que lorsqu'on apprend à apprendre, on apprend aussi à l'enfant à se connaître, à savoir quelle est son intelligence en fait, parce qu'on a de multiples intelligences. Il existe des multiples intelligences, et si l'enfant il se connaît et il sait quelle est la meilleure manière pour lui d'apprendre, s'il est plus attiré par le dessin, par les cartes mentales, par les cartes mentales, le mind mapping, eh bien en fait, en partant de ce qu'il est et de ses capacités à lui, eh bien, il saura mieux assimiler le travail qu'il devra apprendre, en fait. Je sais pas si je suis claire, en fait. Voilà, alors donc, comme on te l'a dit, c'est pas une liste exhaustive, et puis c'est pas des choses qui sont forcément réservées que à l'école, hein. N'oubliez pas que l'école, c'est un endroit où l'enfant apprend, mais la maison aussi, c'est le premier endroit où l'enfant apprend. Exactement. Donc il y a des choses aussi comme la gestion des émotions, la communication bienveillante, etc., qui doivent se pratiquer à la maison aussi. Voilà, il ne faut pas tout rejeter sur le dos de l'école. Voilà. Ouais. Alors, je tiens juste à rappeler, c'est pas des critiques c'est pas des critiques contre l'école. C'est juste nous permettre à nous en tant que parents de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui devraient être améliorées à l'école. On tend toujours vers l'amélioration, on fait ce qu'on peut, l'école fait ce qu'elle peut, mais quand on en prend conscience, on peut en discuter aussi à grande échelle. Hein. Après, je sais pas si on a vraiment un pouvoir. Ouais, mais après, si le gouvernement, l'éducation nationale peut entendre ce type d'argument et intégrer ces choses-là dans le programme scolaire, ça sera quelque chose qui sera très positif et très bénéfique justement à la population française. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi, il y a des choses que tu aurais aimé qu'on t'apprenne à l'école et qu'on n'a pas cité dans cette vidéo, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis, je te rappelle que tu peux faire un tour sur notre site. Je vais te mettre le lien dans la description. Et à partir de ce lien, tu pourras aller sur le blog, lire des articles, te renseigner encore plus sur plusieurs sujets de la parentalité, mais tu pourras également t'inscrire à un défi de 13 jours pour mettre un pied dans la parentalité positive et nourrir la foi de ton enfant en même temps. Tu
pourras également t'inscrire à une petite formation sur la gestion de la colère chez l'enfant. Justement. Et tu pourras aussi télécharger un carnet d'activités pour les enfants avec diverses petites activités, la plupart en lien avec la religion et puis d'autres non, mais bon, qui va permettre à ton enfant de s'occuper un petit moment. Donc n'hésite pas vraiment à en profiter, ça va te permettre justement de combler aussi ces manquements qu'il y a à l'école. Donc nous aussi on a notre rôle à jouer. S'il y a des choses malheureusement qui ne sont pas, qu'on aimerait qu'ils apprennent à l'école et qui sont pas apprises, bah tu peux le faire à la maison, essayer de vraiment combler ça. Voilà, donc pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis nous, on te dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.